Si vous faites de la publicité sur Facebook Ads, vous êtes tombé au bon endroit parce qu'aujourd'hui, on va parler d'une étude de cas académique à propos d'un e-commerce. Je vous explique brièvement, toutes les plateformes d'acquisition, dont Facebook Ads, étaient au vert, montraient de la croissance et pourtant, le chiffre d'affaires de ce e-commerce restait absolument le même. Donc on en parle tout de suite dans notre étude de cas de Social Scaling. Bonjour à tous et bienvenue sur Social Scaling, le podcast 100% Facebook Ads, le podcast qui vous permet de dépasser définitivement la barrière des 1000 $ ou 1000 € de budget par jour sur la plateforme. Il vous est présenté par l'agence J7 Media. Mon nom est Antoine Dalmas et aujourd'hui, je ne suis pas seul et je suis très content de le recevoir pour la toute première fois. C'est un membre de la J7 Academy. Son nom est Edouard Velli, fondateur de We Love Digital. Comment ça va, Edouard ? Salut Antoine, ça va très bien, je te remercie, j'espère que toi aussi. Bah écoute, ça va nickel et comme je disais, ça faisait très longtemps moi que je voulais te voir parce que bon bah déjà ça fait longtemps qu'on collabore ensemble sur plusieurs points, mais surtout parce que là tu es venu me dire que tu avais une sacrée étude de cas. Mais peut-être avant de se lancer là-dedans, est-ce que tu peux parler un petit peu de ton agence, justement, te présenter un petit peu? Oui, bah avec plaisir. Moi j'ai créé We Love Digital maintenant il y a un petit peu plus d'1 an. Donc on est une agence sociale ads et search, donc spécialisée en e-commerce. On accompagne des marques qui sont en recherche de croissance. Et on a également un pôle créa et tracking pour les accompagner sur tous les aspects transverses au media buying. Et en termes de répartition, on est sur 80% d'e-commerce et 20% de lead gen. Ok, d'accord. Donc majoritairement des e-commerce. C'est pour cette raison notamment que tu viens avec une étude de cas sur e-commerce. Est-ce que tu peux nous parler un peu du business de ton client aujourd'hui? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, c'est en fait une marque de prêt-à-porter pour hommes, on va dire haut de gamme, qui a des paniers moyens supérieurs à 350 €. Et donc, c'est une marque qui est présente en France et à l'international, à la fois au niveau e-commerce, mais également avec des points de vente physiques. Et voilà, on les accompagne également justement sur ces déploiements, on va dire magasins, grâce aux données qu'on a au niveau analytics pour voir un petit peu les villes où il y a de l'appétence pour qu'ils puissent ensuite s'installer. Donc on s'appuie là-dessus en plus du géomarketing sur lequel ils font appel. Et les principaux marchés sont la France, les US, le UK, l'Italie, l'Allemagne, sur lesquels on travaille activement. Et on a d'autres pays justement sur lesquels on va commencer à scaler assez fortement par rapport au développement local. Donc tu es déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, là pour l'instant tu es déjà dans une position où vous avez ouvert de «nombreux pays» entre guillemets. Ouais. Ça représente combien, juste qu'on qualifie un peu ce e-commerce, ça représente combien de budget par jour sur Facebook Ads seulement? Alors, actuellement, on est sur des budgets Facebook Ads qui représentent à peu près 3 000 à 4 000 €, Ok, selon les périodes, parce qu'il y a de la saisonnalité sur des lancements de bien collections. Les sûr, bah périodes oui. de soldes, on accentue plus les actions pour profiter de la saisonnalité forte et avoir justement le plus de chiffre d'affaires sur ces périodes et profiter de ces temps forts, comme tu sais, et comme voilà, tu le sais très bien sur tous ces aspects, surtout dans le secteur du prêt-à-porter. Et ensuite, par le passé, cette marque investissait par sa précédente agence très peu en social ads parce qu'ils avaient jamais trouvé justement la recette un petit peu de scaling. Donc ils étaient plutôt sur des budgets de 3 000 € mensuels. Et aujourd'hui, ce budget-là, il est journalier. Et on a vraiment profité de cette croissance sur Meta pour dynamiser toutes les actions derrière sur les différents leviers, également pour faire une hyper croissance justement, et dynamiser le CA, voilà, sur des croissances annuelles à 3 chiffres. C'est vraiment le terme. J'aimerais juste faire une parenthèse pour ceux qui nous écoutent. Effectivement, 4 000 $ US par jour, ça paraît énorme, mais en vérité, lorsque vous commencez à gérer plusieurs pays sur Facebook Ads, c'est des budgets qui vont rapidement arriver. C'est pour cette raison que dans les thèses, dans la façon dont on aime scaler chez J7 Media, l'idée c'est de tester évidemment plein de choses et surtout lorsque on contrôle, on maîtrise un pays, une zone géographique, l'idée est d'en ouvrir une autre, puis une autre, puis une autre. Et là, vous allez avoir des scales très, 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 très agressifs. Je vous renvoie même sur un épisode avec Arnaud Pinet, que je vous mettrai en lien, dans lequel on parlait justement d'ouvrir des pays et à quel point ça peut avoir un impact sur votre budget. Je reviens à toi, Edouard. Du coup, tu as mentionné le fait que cet annonceur avant était
accompagné par une autre agence. Du coup, toi, quand tu arrives, quelle est la situation? Alors la situation sur le papier, elle est belle. Il y a des performances qui sont tout de même satisfaisantes sur Meta, Google, Pinterest, TikTok. Mais on voit un CA Shopify qui ne décolle pas, voire qui OK, régresse. Donc c'est le cas de beaucoup de marques. C'est un petit peu l'arbre qui cache bien souvent la forêt. ouais. En fait, il y a beaucoup enfin, d'agences ou de free qui peuvent manipuler malheureusement les chiffres comme ils le veulent. Donc c'est pas dur de faire des ROS de 5, 10, 15 dans Meta si on fait du Mmh. retargeting de façon très marquée, si on fait Bah, oui. pas d'exclusion dans les campagnes, donc on peut présenter des chiffres comme on veut. Et quand on travaille avec des structures e-commerce où il n'y a pas forcément cette maturité technique sans que ce soit péjoratif, ou des fondateurs qui sont pas du tout dans cet aspect opérationnel et qui voient ce type de dashboard, ils ont l'impression que tout va bien, mais derrière la marque ne décolle pas. Donc c'est là où justement on apporte de la valeur pour justement avoir une expertise sur tout cet aspect de scaling, en expliquant pourquoi les chiffres plateformes sont très beaux et sont très bien, mais derrière votre marque n'arrive toujours pas à scaler. Et c'est ça aujourd'hui l'objectif, c'est pas d'avoir des reporting hebdo ou mensuels qui soient très valorisants, mais d'avoir une croissance réelle dans le dashboard Shopify qui fasse scaler vraiment une marque. Donc c'est là-dessus où on intervient, et on le verra ensuite. Il y a pas mal d'actions qui ont été faites à ce niveau-là. D'accord, et c'est par rapport à ce que tu as dit, en fait, tu es en train d'expliquer que le CA qui apparaissait, le CA généré qui apparaissait sur Facebook Ads ou même Google, parce que tu en as parlé un petit peu, mais ils ont d'autres canaux d'acquisition, était supérieur à ce que Shopify, avait réellement, c'est ça? Exactement, donc ça c'est quelque chose qu'on voit assez souvent parce que il y a un peu un manque de pédagogie de beaucoup de monde à ce sujet-là. C'est que quand on voit une vente en fait dans Meta ou une vente dans Google, on a l'impression que c'est une vente réelle, alors qu'en fait c'est des ventes contributives et qui sont pas dédupliquées. Donc en fait, si on additionne les deux, on sera sur des données supérieures à Shopify. Aujourd'hui, on est sur des à Shopify ou un autre CMS bien sûr. Donc aujourd'hui, voilà, il faut comprendre qu'une vente Meta ou une vente Shopify, une vente Google Ads, pardon, ou une vente Pinterest ou une vente TikTok n'est pas une vente réelle. C'est une vente contributive sur laquelle il y a pu avoir ce même point de contact dans les deux plateformes. Et au final, il y a eu 0,5 d'attribution dans l'une, 0,5 dans l'autre, ou sur 0,25 sur 4 plateformes en termes d'attribution. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut prendre du recul par rapport à cela et pas présenter ça aux marques comme si ça allait être une vente réelle, et trouver justement les leviers les plus qualitatifs ensuite par des outils d'attribution ou d'autres aspects pour comprendre voilà, comment apporter de la valeur incrémentale réelle pour la marque. Et pour ce client, on a par exemple mis en place aussi des outils d'attribution type Polar Analytics pour comprendre tous les parcours, et on a également mis en place des enquêtes post-achat pour voir le levier considéré comme le plus important pour la marque dans le parcours et dans la connaissance de la marque, et pour faire ensuite des pondérations budgétaires dessus et prendre en considération ces leviers. Donc, euh, donc voilà. Avant qu'on aille un petit peu plus dans la solution, donc synthèse, en gros, il y a un gros problème d'attribution. C'est-à-dire que toutes les plateformes on dit, «J'ai généré des achats, j'ai généré des achats». C'est pas le cas, du moins elles contribuent entre elles, et en fait, c'était présenté comme, «Regardez, Google Ads ça excelle, Facebook Ads ça excelle», et cetera, et cetera. Donc effectivement, c'est un point qu'on va aussi retrouver beaucoup chez des annonceurs qui ont beaucoup de canaux d'acquisition différents. Et tout le monde veut s'attribuer les ventes, donc vraiment un cas académique. Si on rentre sur Facebook Ads, sur le compte publicitaire, qu'est-ce que tu trouvais? Qu'est-ce que tu trouvais en termes de structure, en termes de qu'est-ce qui avait été fait? En fait, il y avait déjà le premier point, c'était la partie tracking. C'était que à ce niveau-là, c'était assez, on va dire, catastrophique. Donc la première chose qu'on fait quand on rentre sur un compte, c'est justement un audit du tracking, parce que souvent, soit il n'y a pas de migration server-side qui a été faite, et dans ce cas-là, c'est une priorité sur tous les aspects KPI aujourd'hui. Et aujourd'hui, les marques qui ont migré en server-side, on voit qu'elles n'ont pas forcément déconnecté les autres outils derrière qui utilisent l'attribution, type le canal de Facebook, Instagram. Du coup, il y a des doublonnages d'attribution. Et on le voit bien souvent parce qu'en fait, il y a d'autres outils ensuite, des fois des modules qui sont installés, qui captent et qui font de la remontée de conversion, qui sont pas déconnectés. Donc en fait, la marque et les annonceurs se retrouvent avec des conversions en triplon. Donc souvent, ils ont l'impression qu'après, quand on a Parfait, rationalisé ouais. ça, on perd de la donnée. Vraiment le top pour prendre des décisions derrière bien éclairées sur ces campagnes, ouais, vraiment. Donc voilà, l'aspect tracking est la première chose. Et après,
Au niveau de Meta, on a fait pas mal de choses. Ça serait hyper long. Je pense qu'il faudrait plusieurs épisodes pour raconter tout ce qui a pu être fait, mais de façon assez concrète et Et qu'est-ce que tu as synthétique. trouvé surtout? Qu'est-ce que tu as trouvé sur Meta en termes de campagne, quand tu es arrivé, avant de lancer? Il n'y avait pas de structure déjà cohérente en termes de funnel de conversion. Donc, il y avait aujourd'hui aucune exclusion dans les campagnes, par exemple. Donc, c'est-à-dire que les campagnes haut de funnel, qu'on appelle les campagnes de prospection, elles ciblaient à la fois des visiteurs et des acheteurs. Donc, aujourd'hui, si on fait une campagne sans exclusion, bah, Meta va aller chercher la facilité. Donc, il va se servir du retargeting des anciens acheteurs. Donc, du coup, on tourne un petit peu en rond parce qu'on va pas travailler forcément sur une phase de prospection qui est réelle. Et donc, on va cibler des personnes qui sont déjà ciblées sur des outils comme Klaviyo, sur d'autres mécaniques également, ou qui vont venir sur la marque par Google et qui vont ensuite être considérés comme des visiteurs pour Meta. Donc aujourd'hui, tout ça, il y avait clairement des exclusions qui ont dû être remises en place avec une connexion de Klaviyo à Meta pour justement avoir cette synchronisation en temps réel. Donc on a remis ensuite une structure en entonnoir, haut de funnel, milieu de funnel, bas de funnel. Après, il y avait surtout une erreur assez forte au niveau créatif qu'on voit régulièrement, c'est qu'il y avait en fait une vingtaine d'assets, voire une trentaine qui tournaient simultanément. Donc chacun dépensait 2-3 euros par jour, mais il n'y avait pas de possibilité d'identifier ce qui marche et ce qui ne marche pas de ce fait-là, parce qu'on n'utilise pas justement assez de données sur chaque créa pour qu'elle dépense. On va dire, il y a une vieille règle qui dit 2-3 fois son CPA pour voir si elle fonctionne ou non. Donc voilà, on a restructuré ça pour laisser des adsets avec un nombre de créas suffisant et limité à ce niveau-là, et faire des campagnes de testing créa en parallèle en fil rouge pour justement les rechallenger de façon perpétuelle. Et après, on en parlait souvent sur l'académie, hein, justement, c'était les campagnes d'IPA qui fonctionnent aujourd'hui très bien sur le secteur du prêt-à-porter, sur lesquelles on a fait Effectivement, ouais. vraiment des vraies campagnes aussi de scaling à ce niveau-là. Donc sur les campagnes, parce qu'il y en avait pas du tout. Donc ça a vraiment permis de soutenir après les actions. Donc on le verra ensuite sur ce qu'on a mis en place. Mais voilà, dans les points manquants, il n'y avait pas de campagne d'IPA Ouais. qui était un véritable point de croissance. Et puis côté Google Ads, hein, juste pour faire un aparté, c'est pareil, Vas-y, il vas-y. y avait des soucis au niveau des conversions. Il y avait plusieurs conversions principales. Du coup, il y avait une surattribution également à ce niveau-là. Il n'y avait pas de conversion primaire uniquement sur l'achat, mais elles étaient toutes cumulées. Donc, en fait, la lecture des données était totalement fausse pour le client. Donc, il y avait des doublonnages dans les balises. Donc, c'était assez catastrophique de façon globale. Donc on a un compte publicitaire pour revenir sur Meta. On a un compte publicitaire qui ne fait aucune exclusion. Donc tes campagnes d'acquisition font aussi du retargeting. Donc tu as l'impression que ton acquisition fonctionne bien. Donc tu vas prendre des décisions en faveur de cette acquisition alors que c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que tes publicités n'ont pas été testées sur une audience qui ne te connaît absolument pas. Il y a beaucoup trop d'éléments. Et ça, on sait ce que ça rend. C'est que derrière, tu as un gaspillage budgétaire dans le sens où tu as des publicités qui vont prendre, comme tu as dit, 2 à 3 dollars par jour. Donc ça voudrait dire que pour générer un panier d'achat, ou peut-être un coût par achat qui va peut-être être à 100 dollars, à 50 ou 70, je ne sais pas, ça va leur prendre des semaines en fait à atteindre. Donc autant vous dire qu'au final, il va rien se passer. J'ai noté qu'il n'y avait pas de campagne de catalogue ads, et effectivement, pour les personnes qui font de la publicité pour des e-commerce notamment, qui ont beaucoup d'unités, beaucoup de produits différents, déjà ça tombe sous le sens de tester et de le mettre en place. Donc voilà, donc pas de structure, mauvaise exclusion et quelques manques là-dessus. Maintenant, donc toi tu as observé ça. Quel a été l'objectif qu'on t'a demandé d'atteindre, et ça a été quoi la stratégie du coup que tu as mis en place pour l'atteindre? Alors, au niveau de l'objectif, en fait, dans la réalité, le ROAS, le retour sur investissement, donc si on prend le chiffre d'affaires plateforme divisé par pardon, le chiffre d'affaires plateforme, oui, divisé par l'investissement média, excusez-moi. C'était au réel à peu près de 2 à 2,5 selon les plateformes. Mais avec les problèmes d'attribution, le client avait l'impression d'avoir un ROAS de 8. Donc aujourd'hui, le client avait un ROAS fictif qui était de 8, et c'était celui que le client avait fixé à son ancienne agence. Donc on a dit, bon, aujourd'hui, en fait, dans la réalité, les 2,5, 3, on a vu qu'il y a plein de choses à corriger. On va essayer d'atteindre son objectif de 8. On n'a pas vendu du rêve ou quoi que ce soit parce que c'est pas du tout dans notre approche. Mais on a dit aujourd'hui, c'est à 2,5, 3, on va faire mieux. Mais 8, on peut pas le garantir. On va tester. Et aujourd'hui, on arrive à le surpasser et à le dépasser. Donc avec toutes les actions qu'on a mis en place, dont
justement toute cette partie server-side déjà pour avoir une donnée qui soit réconciliée la plus fiable possible et également des outils aussi d'analyse en plus macro pour piloter la réussite globale business, donc comme ce fameux marketing efficiency ratio sur lequel on prend le Mmh. CA Shopify divisé par tous les investissements MER. plateforme. Voilà, exactement. Donc pour avoir une vision plus globale au niveau business, parce que si on travaille uniquement sur les plateformes, c'est bien pour l'optimisation, on va dire plateforme par plateforme, mais pas au niveau global business pour faire scaler une marque. Donc on travaille à ce niveau-là et d'un point de vue plus opérationnel, on a remis en place justement une structure en entonnoir sur les campagnes avec des exclusions comme il se doit. On a également traduit les annonces dans différentes langues parce qu'initialement c'était que de l'anglais qui était mis en place, alors que derrière sur des pays type Europe du Sud et même la France, c'est quand même beaucoup plus pertinent d'être en français ou en italien par exemple ou en espagnol sur les autres pays. Donc aujourd'hui on a mis en place ces traductions. C'est quelque chose qui est peut-être plus fastidieux parce que ça demande plus de temps dans l'implémentation, mais aujourd'hui ça amène vraiment de la différence d'avoir cet aspect, on va dire, local pour les marques. Donc après, on a également mis en place des structures, des stacks multi-pays, on va dire, dans des campagnes, ce qu'on pourrait appeler worldwide, donc dans lesquelles on regroupe tous les pays qui parlent anglais, tous les pays qui parlent français, tous les pays qui parlent, enfin toutes les zones qui parlent italien ou espagnol. Et ça, on avait testé ça sur des marques qui étaient également moins matures et qui investissaient moins que cette marque-là. Et on voit que d'un point de vue global, cette structure d'avoir plusieurs pays dans une campagne, aujourd'hui, ça amène vraiment une performance qui est accrue par rapport à des campagnes isolées par pays. Donc ça, je recommande à toutes les marques de le faire. L'algorithme est beaucoup plus libre, il arrive à trouver vraiment du potentiel de façon beaucoup plus globale. Et c'est vraiment ça qui a permis de scaler efficacement le compte. Et après, on a fait également des campagnes par typologie de produits en campagne catalogue, la DPA comme on parlait. Donc, on s'imprègne du menu du site et on fait des campagnes à ce niveau-là où on fait des best-sellers, des catégories par event ou autre. Et après, on a fait une rotation optimale entre les lancements des collections printemps-été, automne-hiver. Justement, on n'a pas attendu le premier jour de l'été, le 21 juin pour lancer la collection. On les anticipe en amont pour préparer l'algorithme et être prêt dès le début de la saison. Et dès que la saison été ou en fonction des caractéristiques météo, on est vigilant aussi là-dessus d'un point de vue marketing pour couper la collection été si on voit que la météo est dégradée. Donc on regarde un peu ce qui se passe dans le monde. On travaille pas la météo, mais on regarde aussi d'un point de vue global les tendances pour couper au bon moment les collections, parce que ça sert à rien d'investir sur une collection été si la météo fin d'été est pas bonne, quoi. Ton point me fait penser aussi à un épisode qu'on avait tourné avec Justine, que je vous affiche là. Justine expliquait exactement la même chose que toi, c'est que lorsque tu as les changements de collection, la grosse erreur est de changer tes publicités à ce moment-là. Mais c'est une erreur parce que tu vas couper du coup tes publicités d'anciennes collections, dont des publicités qui fonctionnaient extrêmement bien. Et en fait, c'est comme si comme si tu te retrouvais un peu sans rien, quoi, parce que tu as coupé tes meilleures pubs, t'en lances de nouvelles, tu sais pas du tout ce que ça va donner. Donc comme tu dis, elle faisait ça aussi, c'est elle lançait bien en amont. Par exemple, on est en hiver, elle lançait déjà ses campagnes de publicité de printemps-été pour pouvoir déjà faire un choix entre quelles sont les meilleures publicités. Et lorsqu'elle coupe les publicités d'hiver, d'automne-hiver, eh bien, elle a déjà des publicités qui, pour le printemps-été, qui ont eu de l'apprentissage et qui ont de bons résultats dès le départ. Donc, je te rejoins complètement là-dessus. Exactement. Donc voilà. Et après, bien sûr, on a revu la stratégie créative. Donc pour orienter voilà les assets de façon on va dire un petit peu géociblée parce que selon les pays, les zones géographiques, on a des coloris qu'on a identifiés dans Shopify qui se vendaient plus en Europe du Sud que sur la côte US. Donc on ajuste également des produits en fonction des caractéristiques des marchés locaux, parce que tous les produits en fait à l'international ne se vendent pas de la même façon dans chaque pays. Et c'est le cas également pour les enseignes de fast fashion en France et à l'international. Aujourd'hui, ils ont des études sur lesquelles ils montrent que, par exemple, ou même en France, sur la Côte d'Azur, on va pas avoir les mêmes achats de couleurs que sur Paris ou dans le nord de la France. Donc, il y a vraiment des spécificités comme ça sur lesquelles c'est super intéressant d'analyser aussi les datas pour renforcer un aspect local en termes
d'appétence du marché local et de la demande. Est-ce que ça t'arrive aussi de segmenter par région dans un même pays ou pas du tout? Aujourd'hui, non, ça on n'a pas forcément segmenté. On l'avait fait sur d'autres marques, sur le marché US, plutôt dans l'univers du maillot de bain, sur lesquels typiquement on segmentait les zones plus voilà, vers la Floride, la Californie, où il y a la plage ou des zones. Mais sur ce client-là, non, on n'a pas forcément eu de besoin de segmenter au niveau du pays. Ouais, les États-Unis, ça tombe sous le sens parce que tu as un volume tellement énorme d'audience. En France, je suis assez curieux parce que c'est vrai que nous, de notre côté, on fait pas ça pour des e-commerce. Mais c'est pour ça, je suis toujours un peu curieux de savoir si d'autres médias buyers le font, en termes régional vraiment. Non, on l'avait fait, on l'avait testé, mais aujourd'hui, on n'arrive plus à craquer. Comme il y a 10 ans, l'algo méta est devenu tellement intelligent qu'il y a 10 ans, on pouvait segmenter effectivement par zone géographique, par des régions ou par device de choses assez spécifiques où on essayait un petit peu de hacker, hein, je caricature, l'algo. Mais aujourd'hui, à chaque fois qu'on fait ça, l'algo, ça lui donne raison de retravailler sur des choses plus Bah, ouais. généralistes, quoi. Ouais, exactement. Et du coup, pardon, et du coup, donc tu as mis en place tout ça pour Meta. Ça a été quoi les résultats derrière? Alors sur Meta, aujourd'hui, ça a été vraiment successful. On a des ROS au niveau global qui sont supérieurs à 10, voire 15, voire plus selon les périodes et les temps forts. Et ce OK. qui est ultra, on va dire, bénéfique sur tout ce qu'on a mis en place, en fait, c'est l'attribution qui est aujourd'hui sur 85% post-clic, même si sur le Très prêt-à-porter, on ne bien. remet pas le post-view en question. Et aujourd'hui, le post-view, si on le remet en question, ça remet aussi quand même toutes les campagnes branding de télévision ou les Mmh. campagnes offline, les modèles traditionnels qui jouent toujours un rôle, mais bon, il y a une certaine mesure à voir là-dessus. Mais c'est que quand on regarde dans les outils d'attribution, on arrive à avoir un ROAS plateforme qui reste supérieur à 8 que sur la Mmh. donnée post-clic, sur des chemins d'attribution qui soient linéaires ou en post-clic. Donc on voit aujourd'hui l'apport de Meta dans les actions qu'on mène et on le voit ici très favorablement dans les données de Shopify. Donc généralement, il y a des marques qui investissent beaucoup sur Meta, mais quand elles vont dans Shopify, Shopify a ses modèles d'attribution pareil, last Oui, click. oui. Donc on voit que c'est souvent Google ou le search ou le direct qui est favorisé, mais là on voit Meta dans les top leviers en fait en termes de campagne marketing. Donc on voit vraiment cet apport aujourd'hui au niveau des campagnes méta qu'on mène sur ce client dans les dashboards. Donc aujourd'hui, on travaille de nouveaux extractifs et de nouveaux pays pour justement continuer à scaler le compte. Petite question parce que tu l'as mentionné, tu as mentionné la télévision. Est-ce que la marque pour laquelle tu travailles fait de la publicité en télévision? Non, aujourd'hui jamais. D'accord. Je pense que ça, c'est pas dans son état d'esprit ou je pense que ça viendra peut-être un jour, mais on en a déjà discuté. Pour l'instant, non. Elle arrive à scaler avec les actions digitales et tout cet aspect-là, mais elle veut pas Mmh. forcément avoir un positionnement entre guillemets très généraliste pour dégrader aussi son, D'accord. son image, on va dire premium aussi en télévision, bien qu'il y ait des marques de luxe qui le fassent. Hein, c'est pas péjoratif, Bien mais sûr, ouais. voilà, c'est un positionnement interne. Ouais, c'est surtout si elle a de très, 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 très bons résultats en ligne, et que ça se passe bien. C'était surtout pour savoir si, effectivement, s'il y a de la télévision, il y a forcément une notoriété qui va avec aussi. Donc ça peut aussi expliquer pas mal le côté post-view parce que les gens connaissent déjà et cetera. OK, donc tu as eu des résultats de dingue. Qu'est-ce que tu testes en ce moment? Par rapport à tout ce que tu as fait là, tu es sur quoi en ce moment avec Facebook Ads et cet annonceur? Alors aujourd'hui, oui, on continue de tester beaucoup de choses au niveau créa, mais surtout là, les gros chantiers, on l'a emmené justement à une stratégie là, SEO pour renforcer toute sa présence aujourd'hui au niveau du référencement naturel où on va dire, il y a jamais rien qui a été fait de façon, on va dire, très cadrée. Et également sur la refonte de la plateforme e-commerce, c'est pareil, c'était un thème Shopify qui est devenu un petit peu obsolète et sur lesquels on va justement avoir une refonte totale à ce niveau-là pour avoir vraiment une plateforme qui soit beaucoup plus qualitative et qui puisse augmenter justement la transformation des actions parce qu'aujourd'hui il y a quand même un taux de transfo qui est correct mais sur lesquels on peut faire beaucoup mieux. Donc souvent plutôt que d'investir plus, il faut aller chercher des points de conversion directement sur son site parce qu'un investissement constant on va pouvoir aller gagner plus d'argent on va dire pour la marque. Donc ça c'est une priorité aujourd'hui d'avoir cette refonte e-commerce qui soit prête pour septembre. D'accord. Je fais juste une petite synthèse par rapport à tout ce qu'on s'est dit. Tu étais avec un annonceur qui dépensait avant ton arrivée aux alentours de 3 000 par mois, 3 000 US, qui avait des gros problèmes de tracking, qui avait de gros problèmes d'attribution, une attribution trop large, trop permissive entre tous ces canaux d'acquisition. Donc, ce que ça veut dire, c'est que toutes les plateformes
était au vert du style, «Ah on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de ventes, tout va bien». Sauf que sur le Shopify, c'était absolument pas le cas. Les ventes étaient plates, voire étaient en diminution comme tu as pu nous dire. Lorsque tu t'es rendu sur Facebook Ads seulement, tu as observé qu'il y avait aucune véritable structure, il y avait aucune exclusion des audiences chaudes, donc ta campagne d'acquisition finalement faisait du retargeting, de la réactivation, bref, absolument tout. Il y avait aussi beaucoup trop d'éléments actifs. En même temps, il n'y avait pas de campagne catalogue ads ou même de shopping advantage plus, je suppose? Ouais, tout à fait. Non. OK, et du coup, toi, ce que tu as fait, donc tu as réglé les problèmes, que j'ai mentionnés, et en plus de ça, tu as, traduit toutes les publicités selon la langue locale. Tu as lancé des campagnes catalogue par type de produit et aussi par zone géographique, mais pas des régions, vraiment des zones, c'est-à-dire tous les pays anglophones, tous les pays, hispaniques et cetera, pour gagner en pertinence. Exactement, et c'est bien d'avoir parlé des campagnes Advantage Plus Shopping parce que c'est effectivement des campagnes aujourd'hui qu'on utilise énormément sur ce client et qui avant n'étaient pas utilisées. Et c'est vraiment ces campagnes aujourd'hui qui ont permis d'avoir un réel impact aussi sur le scaling. J'étais étonné que tu en parles pas. Je me suis dit: «C'est pas possible, c'est le genre d'annonceur, tout Exactement, roule juste donc un oubli. Advantage». Ouais, voilà, donc forcément. Est-ce qu'il y a tu as d'autres conseils ou d'autres points que tu aimerais amener, par rapport à ce client ou même par rapport à Facebook Ads pour les personnes qui nous écoutent? Disons qu'aujourd'hui, il faut toujours, avoir une vision, on va dire, plus ouverte sur, ce qu'on fait sur Facebook Ads. Là, comme ce client qui investissait 3 000 € et s'il était resté, 10 ans ou 20 ans avec son prestat, il aurait toujours, eu l'impression que ça marchait pas ou que c'était pas efficace sur son business global. Alors qu'au final, il y a différentes actions de le faire et il faut pas rester sur une expérience qui soit, unique et derrière remettre en question aussi ce qui est fait pour, pouvoir scaler. Il y a c'est une plateforme aujourd'hui qui a vraiment un impact fort pour les marques e-commerce quand elle est bien utilisée. Il faut vraiment, savoir s'en servir et pas rester sur des expériences qui ont été, mauvaises ou déceptives et savoir se remettre en question. Ça tombe sous le sens, effectivement. Édouard, merci d'avoir été avec nous. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut en savoir plus sur, ton travail et ton agence? Aujourd'hui, We Love Digital, on peut nous retrouver sur LinkedIn. Vous pouvez, me retrouver en regardant, la page We Love Digital ou en venant me contacter sur, Édouard Revelli sur LinkedIn. Aujourd'hui, on n'a pas de podcast, ou de chaîne YouTube aujourd'hui. On apprécie énormément, celle, de Social Scaling et de J7. Merci. Mais c'est pas aujourd'hui en projet de faire notre chaîne, donc on est toujours, présent sur la vôtre et c'est un plaisir. Bah, écoute, plaisir partagé, surtout quand tu as des grosses études de cas comme ça. Merci beaucoup d'être venu, Édouard. Avec plaisir. Merci beaucoup Antoine. Et puis, bah, écoutez, si, cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire ou à nous suivre si, vous venez de nous découvrir, et quant à moi, eh bien, je vous donne rendez-vous au prochain épisode de Social Scaling. À très vite tout le monde.